Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Vous le savez, Équitalion, c'est le rendez-vous des cavaliers. De saut d'obstacles, de dressage, oui, mais pas que. Si vous avez eu l'occasion de vous promener du côté du Hall 6, vous avez sans doute dû croiser la route de chevaux et de cavaliers de western. Nous avons donc profité de l'un des seuls événements sur lesquels nous pouvons rencontrer la discipline du reining pour vous peaufiner cet épisode. Vous qui êtes si nombreux à nous demander de sortir des sentiers battus et par la même occasion de sortir de notre zone de confort, vous allez être servis. Et parce que vous le savez, nous ne faisons jamais les choses à moitié, nous avons le plaisir de vous présenter dans cet épisode pas moins que l'un des meilleurs cavaliers français de reining, Arnaud Girinon. Je vais être honnête, quand nous avons eu cette idée, quelques semaines avant Équitalion, nous n'étions pas très sereines, nous qui ne connaissons rien à cette discipline. Quelles questions allions-nous bien pouvoir poser ? Et pour commencer, qu'est-ce que le reining ? Nous avons donc été très surprises de découvrir que le reining était bien plus proche de ce que nous connaissons que nous n'aurions pu l'imaginer. Très loin des clichés qui existent, les règles, le système, la gestion des chevaux et les problématiques et enjeux qui touchent le reining, les parallèles sont bien plus nombreux que nous le pensions. Un très grand merci à Arnaud pour le temps qu'il nous a accordé pendant cet événement important pour répondre à nos nombreuses questions et pour cet épisode plus qu'instructif. J'espère sincèrement que ce podcast vous plaira autant qu'à nous. Laurine, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de soutenir la sortie de cet épisode. On va faire un format de storytelling un tout petit peu particulier puisque c'est vous qui allez introduire votre e-boutique. Vous êtes donc la fondatrice de Neck Rein Western Store que vous avez ouvert en juillet. C'est une e-boutique dédiée articles pour l'équitation western, mais vous allez nous en parler. Est-ce que je peux vous demander dans un premier temps d'ouvrir ce petit storytelling par l'histoire de Neck Rein Western Store ? Pourquoi, quand, comment vous avez eu l'envie d'ouvrir cette e-boutique ? Alors bonjour, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir pour ce podcast, c'est un plaisir pour moi de pouvoir y participer. Donc Neck Rein Western Store, c'est un petit peu un rêve qui a commencé il y a 2 ans, donc à la sortie du confinement. J'avais une idée dans la tête d'ouvrir une sellerie en ligne, parce que mon métier c'est d'être webmaster et donc de gérer des sites internet. Et je faisais ça pour une société en tant que travail de tous les jours. Et à la sortie du confinement, je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour moi ? Donc ça m'a pris 2 ans à réfléchir, à tout mettre en page, à créer le site internet aussi, puisque tout est fait par moi-même. Puis je me suis dit pourquoi pas allier ma passion de gérer des sites internet avec celle de l'équitation western, et donc de distribuer des produits pour l'équitation western. Donc l'ouverture du site, c'était juillet cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on y trouve sur Neck Rein Western Store ? Est-ce qu'on peut trouver tout pour le cheval, tout pour le cavalier ? Dites-nous un peu. Alors oui, vous pouvez trouver tout sauf des selles western pour l'instant. Voilà, donc tout ce qui est bride, tout ce qui est renne, tout ce qui est sangle, même tout ce qui est produit de soins pour le cheval, même des fois pour le cavalier, je fais un petit peu pour le cavalier aussi. Tout ce qui est vêtements, d'habillement, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup encore, mais j'aimerais que ça arrive aussi. Même pour l'écurie aussi, je fais un petit peu de matériel d'écurie, évidemment. On va dire tout ce qui est partie équipement qui est dédié au western, hormis la selle western qui est quand même assez particulier aussi. Alors quand on parle d'équitation western, ça rassemble évidemment plusieurs disciplines. Est-ce que vous avez des articles pour toutes ces disciplines liées à l'équitation western ? Alors, dans la mesure du possible, oui, j'essaye d'avoir un panel de produits qui touche à tout, parce qu'effectivement, l'équitation western, c'est très vaste en matière de discipline. L'objectif, c'est de pouvoir fournir pour tous les cavaliers, que ce soit un simple cavalier d'extérieur qui a une selle western et qui veut se fournir un peu plus en matériel d'équitation western, ou le cavalier de compétition, quelle que soit la compétition qu'il fasse, que ce soit de la compétition en bétail, ou en performance, ou même des compétitions de rodéo.
Elle vous vient d'où cette passion pour l'équitation western ? Ah oula, ça remonte. Comme tout le monde, j'ai commencé l'équitation petite et j'ai commencé en classique. Et puis le centre équestre où je montais à cheval, il faisait aussi une partie western. Et moi, ça m'avait plu, je voulais essayer. Et puis j'ai essayé et je n'ai plus jamais remis mes fesses sur une selle classique. Je sais qu'en réfléchissant à votre business, à votre e-boutique, vous avez longuement réfléchi aussi à tout ce qui gravite autour du commercial, donc le service client, l'emballage, le packaging. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'identité que vous avez voulu donner à votre commerce ? Alors oui, le service client, c'est très important pour moi. Je pense que c'est lié aussi dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, où ils avaient ça très très à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des parties les plus importantes parce que certes, j'ai un site e-commerce, mais je vois pas le client comme quelqu'un qui viendrait dans une boutique où là, on a un rapport tout de suite différent. Donc je voulais quand même garder ce rapport très proche avec la clientèle. Donc faut pas hésiter à me poser des questions. Si j'ai pas un produit sur le site, ça veut pas dire que je peux pas l'avoir. Généralement, je me débrouille pour toujours avoir ce qu'on me demande. Et après, il y a toute la partie aussi liée à l'écologie, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, mais... Parce que ça me semble important aujourd'hui d'avoir une entreprise qui a un impact un petit peu moindre sur le climat. Donc tout ce qui est emballage et tout, j'essaie d'éviter au maximum le plastique. Ou s'il y a du plastique, c'est réutilisé. C'est parce que les fournisseurs m'en envoient et du coup moi je réutilise pour les envois pour les clients. Voilà, le carton c'est du carton recyclé. J'essaie vraiment de réduire l'impact au maximum. Le site est hébergé en France par exemple, toujours dans une optique de réduire au maximum l'impact que ça peut avoir parce que mine de rien j'importe quand même des produits aussi des États-Unis donc... Aujourd'hui, Neck Rain Western Store, c'est une boutique en ligne. Est-ce que ça a vocation à devenir physique ? Est-ce que vous vous déplacez ? Dans l'objectif, oui, j'aimerais avoir une boutique physique, donc peut-être dans les alentours de Mâcon. Donc actuellement, c'est juste une boutique en ligne et sur l'année prochaine, j'ai prévu de me déplacer, oui, avec un stand, pouvoir faire des concours, pouvoir même sponsoriser quelques concours sans spécialement avoir un stand sur place. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais mettre en place pour pouvoir échanger un peu plus avec les gens aussi. Vous êtes fournisseur, on va dire, de matériel pour l'équitation western, mais c'est aussi tout un univers que vous avez construit autour de cette création d'entreprise. Oui, parce que le western, c'est un mot aujourd'hui qui est très vaste, donc ça englobe l'équitation western aussi. À côté de ça, il y a énormément de gens qui pratiquent tout ce qui est de la musique country, donc qui fait partie du folklore américain. Et donc lié à cette musique country, j'ai une playlist sur Spotify qui est liée au site internet. Et c'est vraiment tout cet univers-là que j'aime retranscrire aussi à travers le site internet, donc aussi proposer peut-être un peu plus tard des produits de décoration western, je sais pas, par exemple des parures de lit, des choses qu'on ne trouve pas trop en France encore. Alors si on veut découvrir votre univers, vos produits, on peut aller sur votre site et sur les réseaux sociaux ? Tout à fait, oui. J'ai une page Facebook, une page Instagram, une page Pinterest même. Et puis bien sûr le site internet qui est neckrainwesternstore.com. Merci beaucoup Laurine. Merci à vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast. Après plus de 80 épisodes, tu es donc le premier cavalier de reining à répondre à nos questions. Le principe de notre média est assez simple. Nous partons à la rencontre des personnalités des sports équestres pour raconter avec eux leur parcours et leur quotidien. Tant bien que mal, on a essayé de nous ouvrir à un grand nombre de disciplines. On vient du CSO, pour replacer le contexte, mais nous n'avons encore jamais parlé de reining. On préfère donc te prévenir tout de suite. On est très novices dans ce sport, mais on a pensé que tu serais à même de nous en expliquer les enjeux et d'en comprendre les aspérités. Arnaud, tu as 31 ans et tu fais partie aujourd'hui des meilleurs cavaliers de reining français. Tu es né tout près d'ici, à Saint-Étienne, et tu as commencé à monter à cheval à l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, je crois. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as fait la rencontre du cheval et puis peut-être de la discipline du reining ? Alors, la rencontre du cheval, ça remonte un petit peu à longtemps. C'est, je pense, chez mes grands-parents, à côté de chez eux, d'un pré, des chevaux. On est allé les voir souvent avec ma sœur. Puis ma maman était cavalière étant petite. Je pense que quand on dit que c'est un virus qui se transmet, c'est pas faux.
Donc on a commencé à aller voir les chevaux dans le pré, à commencer à les caresser, leur emmener des pommes, patati patata, juste des chevaux normaux, enfin des chevaux de pré. Puis jusqu'au jour, ça devait être avec un centre aéré, je pense qu'on avait dû faire avec ma sœur. Ça devait être une semaine de centre aéré au Poney Club. D'abord ma sœur s'est inscrite, je pense que un peu moins d'un an après, je dis moi aussi je veux le faire parce que ça n'a pas l'air si difficile que ça. Et puis ça a commencé donc comme ça. J'avais 6 ans et demi, 7 ans au Poney Club et puis j'ai commencé du CSO. C'était pas vraiment du CSO parce que je pense que quand on a 7 ans c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai commencé donc avec l'équitation classique jusqu'à mes 12 ans, si je dis pas de bêtises, plus ou moins. Mais je me suis vite un petit peu orienté sur la randonnée, un petit peu plus randonnée western. Et petit à petit, après, je suis très vite allé sur la discipline du reining. Je pense qu'à déjà 12 ans, je peux dire que j'étais dans la discipline du reining. Alors, est-ce que vous pourriez revenir avec nous peut-être sur les grandes étapes qui ont marqué votre carrière, qui vous ont mené à votre situation professionnelle actuelle et peut-être aussi nous dire, parce que autant quand on rencontre des cavaliers des grandes disciplines, on sait qu'ils ne font que ça ou quasiment. Est-ce que vous faites que ça? Vous êtes cavalier professionnel et comment vous êtes du coup devenu professionnel dans votre discipline? Alors, les grandes étapes. Une des plus grosses étapes, je pense, de ma vie professionnelle, c'était pas forcément ma profession à la base, c'est à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à aller monter dans une écurie en Italie. Donc c'était pas forcément pratique. C'est du côté de Turin, entre Turin et Cluny. Donc c'est l'écurie de Claudio Risso, qui est un des plus grands éleveurs européens. Donc j'ai eu énormément de chance que mes parents toujours nous aident, aussi bien moi que ma sœur que moi, pour aller s'entraîner, toutes les vacances scolaires. Et donc ça a été, je pense, une des plus grosses étapes. Après, j'ai fait un bac professionnel à la MFR de Mornan-en-Forêt, donc pas très loin d'ici non plus. Et j'ai pu faire donc mon alternance dans cette écurie en Italie. En faisant cette alternance, j'ai déjà appris beaucoup. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens du milieu. Je pense que c'est similaire dans le CSO. On est vraiment une grande famille, on se connaît tous, on se côtoie. Et puis petit à petit, tiens, tu cherches du travail, je peux peut-être te prendre à travailler, qu'est-ce que tu recherches? Et je pense qu'à l'âge de... j'ai commencé à 18 ans à en faire vraiment mon métier. En Italie, un petit peu plus du côté de Milan. J'ai travaillé pour Bernard Fonck. Si c'est le meilleur cavalier européen, vu qu'il a gagné quand même 2 millions de dollars en concours. Et c'est le seul en Europe à avoir atteint cette somme. Et donc ça a été à l'âge de mes 18 ans. J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans. Après, je suis allé avec un autre collègue en Italie. Toujours, je suis resté assez longtemps en Italie. J'ai fait une saison avec lui avant de me déplacer en Allemagne pour aller travailler pour Rudi Kronsteiner. C'est le premier cavalier européen à avoir gagné 1 million de dollars en concours. Pareil aussi, quelqu'un je pense, très renommé dans notre milieu. Et j'ai fait une saison aussi avec lui avant de me mettre à mon compte en Allemagne. Et là maintenant, ça fait depuis 2016 que je suis à mon compte. J'ai fait donc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 4 ans en Bavière, dans une écurie, une grosseur de Munich. Et là, ça fait maintenant depuis 2019 que je suis installé donc, au Greystone Ranch. Donc, c'est l'écurie de ma fiancée à la frontière alsacienne, donc à 25 minutes de Strasbourg. À quel moment est-ce que tu as décidé que ce sport, cette passion, deviendrait vraiment ton métier? Alors, tu nous as dit 18 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur, une personne, peut-être? Je pense que j'ai décidé relativement tôt. J'étais pas vraiment fait pour l'école. J'étais pas mauvais, j'aimais pas ça du tout. Du coup, j'étais quand même super content d'avoir pu faire le parcours avec la MFR. Ça a quand même... Ça, je trouve que c'est le top pour des gens un peu comme moi qui sont pas forcément, qui sont pas bêtes, mais qui sont pas faits pour le système scolaire. Et ça m'a aidé vraiment à bien m'orienter. Ça m'a permis quand même d'avoir un bac pro. Donc, c'est pas quelque chose de fou, mais c'est déjà bien, je pense. Pour des aides ou pour s'installer, ça peut toujours être utile. Mais c'est quand même un diplôme. Mais je pense que déjà à l'âge de 16 ans, je savais que je voulais en faire mon métier. J'ai travaillé donc dans cette écurie de chez Claudio Risso, avec un entraîneur qui s'appelait à l'époque Nicola Brunelli, qui a été un mentor pour moi. Je pense que j'ai beaucoup appris avec lui.
À l'époque, il faisait vraiment partie du haut du panier dans la scène européenne. Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'avoir un modèle à suivre, je pense. Le parallèle est assez facile finalement avec ce qu'on connaît, nous, dans les disciplines classiques, avec des jeunes talents de leur sport qui vont travailler à l'étranger, rencontrer d'autres personnalités, se former aussi auprès d'autres systèmes. Pour toi, tu penses que c'était indispensable de sortir de ce système français que peut-être tu connaissais bien ou peut-être ne t'apportait pas tout ce dont tu avais besoin en termes d'expérience et d'aller apprendre auprès des meilleurs Européens ? Je peux être sincère ? Oui, tout à fait. Je pense qu'en France, on est un peu en retard, voire même beaucoup en retard. On va prendre l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, et c'est vraiment un autre niveau. D'accord. Et du coup, en fait, je pense que en France, il n'y a pas énormément de personnes, voire personne, auprès duquel j'aurais eu envie vraiment d'apprendre. Et je pense que si on veut réussir à viser le haut niveau, c'est indispensable de partir. Alors, nous qui ne connaissons pas du tout le sport, encore une fois, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en France ? Les meilleurs cavaliers européens sont donc en Allemagne, Italie, Belgique. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on explique ce retard ou... Je pense un petit peu, il y a eu une mentalité à la base qui nous a un petit peu freinés. Allez, je veux dire un petit peu ce côté franco-français, on ne voulait pas trop regarder à l'extérieur, rester renfermé pour ne pas perdre les clients. Qui à la fin, je pense, c'est une erreur, au lieu d'essayer de justement s'ouvrir, apprendre, partager, s'améliorer, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, je pense. Et quand on pense qu'on a fini d'apprendre, c'est quand on devient mauvais. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ton système aujourd'hui, de ton organisation ? Comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce que ton écurie est organisée ? Quel est son modèle économique ? S'il y a déjà des informations que tu peux nous donner pour qu'on comprenne vraiment en quoi consiste ton métier finalement que nous, on n'arrive pas ou peu à se figurer. Alors comment est-ce que je travaille ? Trop. Non, alors, comme j'ai dit, j'étais en Bavière pendant 4 ou 5 ans. Et donc là, j'avais entre 2 et 3 employés qui travaillaient pour moi, donc en tant qu'assistant d'entraîneur. Donc je suis cavalier professionnel. Du coup, du matin jusqu'au soir, on entraîne, on monte. C'est beaucoup de jeunes chevaux dans le reining. Donc on va commencer les jeunes et tous les jours. Je pense que pour moi, ce qui fait aujourd'hui un petit peu la clé du succès de n'importe quel cavalier de reining, c'est la continuité et la constance. Et je pense que quand on veut faire du programme Jeune Cheval, on va être un petit peu obligé. Je pense que c'est indispensable de réussir vraiment à installer une routine tous les jours, petit à petit. Sur un cheval d'âge, c'est un peu différent parce qu'ils connaissent le métier. On va pouvoir un petit peu plus, je pense, comparer le dressage avec le reining plutôt que le CSO. Donc, c'est un dressage américain, c'est différent, mais dans l'idée, à quelque part, c'est un petit peu pareil. Donc, on a des manœuvres, on a des parcours, et il va falloir réussir à mettre ça tout ensemble. Et forcément, les manœuvres, il va falloir les enseigner aux chevaux. Et sur un jeune cheval, donc, on les commence relativement jeunes, vu qu'on commence à 2 ans. Ouais, on les commence à 2 ans. C'est vrai que pour pas mal de gens, ils vont me dire que c'est tôt. C'est vrai, c'est pas forcément le mieux. Mais le système fait qu'aujourd'hui, les plus grosses compétitions sont à la fin de leurs 3 ans. C'est ce qui va être le plus prisé. Donc forcément, on commence en début d'année des 2 ans. Et ouais, c'est vrai que on ne peut pas se permettre, avec un programme Jeune Cheval, de faire des hauts, des bas et pas être forcément en continuité. C'est un sujet qu'on pensait peut-être aborder un peu plus tard dans l'interview, mais on s'en est allé se renseigner à droite à gauche. Notre vétérinaire commun soigne des chevaux de reining, donc il nous a donné quelques clés. C'est une question, les chevaux commencent très très tôt, 2 ans, ce qui paraît pour nous être très très tôt, puisqu'un cheval de CSO commence au plus tôt à 4 ans. Est-ce que ça pose question en termes d'éthique ? On ne va pas se mentir, on va dire les mots comme ils sont. Est-ce que ça pose question ? Comment est-ce qu'on arrive à faire durer un cheval dans le temps ? Parce que je ne crois pas qu'il termine beaucoup plus tôt non plus qu'un cheval, leur carrière. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quels sont les enjeux autour de cette question-là ? Alors, je pense que physiquement, ils sont vraiment différents comparé à des chevaux de CSO. On les prend à 2 ans et c'est des chevaux déjà qui sont plus petits de taille, qui sont plus trapus, qui sont plus précoces dans les os. Donc forcément, déjà, ça change.
comparé, je trouve, à des chevaux de CSO qui sont quand même plus tardifs. Enfin, c'est vrai que ils grandissent plus tard, quoi. Non, ouais, c'est vrai qu'après, enfin, si on pouvait commencer plus tard, ça me dérangerait pas non plus. Peut-être des fois même au contraire. Mais après, d'un autre côté, je pense c'est comme tout. Si on fait les choses comme il faut, ou en tout cas qu'on essaye de les faire comme il faut, c'est pas forcément un problème. Moi, je suis quelqu'un, je préfère commencer tôt, mais prendre mon temps, que de vouloir commencer plus tard et de brûler pas mal d'étapes. Et alors, à quel âge est-ce qu'ils terminent leur carrière, en moyenne? Alors ça va peut-être vous paraître bonheur, mais et là, par exemple, demain, je vais avoir la finale avec une de mes juments. Elle a 7 ans et ça va être sa dernier concours. C'est pas un problème donc physique, très tôt mais c'est un problème mental. On a le problème qu'en fait, toutes nos reprises se ressemblent beaucoup. Et vu qu'il y a de la haute vitesse, ben forcément, au bout d'un moment, les chevaux, entre guillemets, s'excitent et ils deviennent plus compliqués à choyer, on peut dire ça en français. À gérer. Ouais, à faire leur parcours, quoi. D'accord. Et du coup, ben, plus ils deviennent compliqués, moins ça va être agréable à voir. Et allez, c'est une jument qui est super. Et là, hier, dans la qualification, si je dis pas de bêtises, j'ai terminé 4e. Donc on était plus de 100 à partir, donc c'est loin d'être vilain. Mais avec ma fiancée, la jument de ma fiancée, on a décidé, on a dit, autant terminer sur le haut de sa carrière, plutôt que se dire, ah, on l'arrête parce que ça va plus du tout dans les parcours, parce que physiquement ça va plus. C'est une jument, elle a plus de $40 000 de gains, donc c'est pour l'Europe quelque chose quand même de très bien. Et on préfère se dire, on veut laisser une jument être poulinière en bonne santé. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont continuer à aller en concours jusqu'à la fin, mais c'est pas notre mentalité. Après, je pense que c'est partout pareil. Il y a des gens qui ont de l'éthique et d'autres qui en ont moins. Malheureusement, peut-être que voilà, le fait qu'on commence les chevaux de bonheur à 2 ans, l'image de notre éthique est peut-être pas la meilleure. Après, je pense que ça dépend comment est-ce que c'est géré. Et justement, vous disiez peut-être que l'image de notre éthique n'est pas la meilleure. Je sais que depuis 2019, la FEI a commencé à remettre en cause la pratique du reining, en tout cas celle placée sous l'égide de la Fédération internationale, parce que le bien-être animal est au cœur des préoccupations de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir opérer des évolutions dans la pratique de votre discipline? Est-ce que vous pensez que structurellement, il va falloir que les cavaliers de reining aussi évoluent pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir garantir la pérennité un peu de leur sport et de leur discipline? Alors, je pense qu'on a un gros problème entre... Ça se règle. Moi, j'ai fait partie aussi de l'équipe de France 2010. Les Jeux au Kentucky, aux États-Unis. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Je pense qu'on a été vus vraiment à ce moment-là comme des sportifs, des vrais sportifs de haut niveau, et pas forcément, fallait des cow-boys qui se courent après. Parce que malheureusement, c'est un petit peu l'image qu'on a en Europe et surtout en France. C'est pour ça que je trouve que c'est super d'être sur des shows comme Equita, pouvoir montrer au grand public que c'est un vrai sport de haut niveau. Après, je pense que il y a un gros problème d'image, un gros problème d'éthique. Le fait que la FEI ne garde plus donc l'association parallèle qu'on a, qui s'appelle la NRHC, comme sport, c'est vraiment quelque chose de dommage, parce que je pense que c'était vraiment une très belle publicité pour notre sport. Ça devrait être indispensable. Je pense que c'est un sport qui mériterait d'être dans la FEI. Malheureusement, justement, avec cette association de la NRHC, National Reining Horse Association, on a un gros problème. Aux États-Unis, ils ont une autre idée du drug use. Du dopage. Du dopage. Exactement. Je pense que c'est vraiment une autre mentalité, et ce qui fait qu'en fait, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord avec la FEI, et ce qui est très, 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 très dommage. Ça tombe bien, c'est un deuxième sujet. En discutant avec notre vétérinaire, puisqu'on a essayé d'aller piocher le plus d'informations possible pour alimenter aussi notre conversation, et qu'elle ait du fond, et pas juste vous poser des questions pour la forme. On a discuté du dopage, il nous expliquait que les règles étaient extrêmement différentes par rapport à d'autres disciplines, a priori différentes aussi entre le marché nord-américain et l'Europe. Est-ce que tu peux détailler du coup un petit peu comment ça se passe, d'où viennent les points de convergence qu'il peut y avoir entre la FEI, votre association et les différents marchés? Alors non, on a exactement les mêmes règles que ce que vous avez dans le CSO, dans le dressage, en Europe.
ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, malheureusement, c'est pas pareil. Ce qui existe dans d'autres disciplines aussi. Qui est aussi le cas en saut d'obstacle. Par exemple, les épreuves nationales n'ont pas les mêmes règles pour les contrôles antidopage que les épreuves FII, ce qui se voit beaucoup dans les compétitions américaines. Et voilà, et je trouve que c'est ce qui a fait qu'il y ait cette séparation entre la FEI et la NRHC. Et ça, c'est dommage parce que... Et du coup, aussi pour nous, Européens, c'est quand même c'est très difficile. Parce qu'on veut se comparer aux Américains qui sont les meilleurs, sauf que on joue pas forcément avec les mêmes règles. Et forcément, ça devient quand même plus compliqué. Tu disais quelque chose à l'instant, et on n'avait pas du tout prévu d'en parler, mais j'aimerais rebondir dessus. Tu disais, le public nous voit enfin comme des athlètes, notamment grâce au WEG. Et ce matin, on a rencontré pour une autre interview Patrick Kittel, qui est un cavalier suédois de dressage, qui nous disait que le sport avait énormément évolué et que les cavaliers, donc lui dans sa discipline, mais il va faire converger beaucoup les disciplines olympiques, puisque souvent ils se retrouvent sur les mêmes événements tout simplement, mais que les cavaliers de haut niveau qu'ils avaient l'habitude de voir un peu à faire la fête le samedi soir, boire un verre, un peu rentrer tard et refaire quand même l'épreuve du dimanche. Maintenant, c'était plus le cas. Qu'on les voyait se lever tôt, aller à la salle de sport, aller courir, faire un peu de renfort avant de venir monter les chevaux, etc. Et que les cavaliers se sont vraiment professionnalisés, mais aussi rendus beaucoup plus sportifs. Est-ce que c'est la même chose chez vous ? Je vais être sincère, je vais dire non. Alors, le côté bringue et après faire des épreuves, ça on le voit très peu. On le voyait pareil. Il y a 10-15 ans, c'était relativement commun. Maintenant, c'est vrai que généralement, on se retrouve tous le samedi soir, quand les épreuves sont terminées. Et là, c'est vrai qu'on fait un peu de la fête tous ensemble. Parce que je pense, voilà, c'est une bonne équipe, une bonne ambiance. Et que c'est important aussi de ne pas regarder toujours à être qu'en compétition. Je pense que ça, c'est important. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas assez ce côté d'être vu vraiment et d'utiliser notre corps comme des athlètes. Le problème qu'on a, c'est que on n'a pas besoin, mais plus on a de chevaux, plus on va réussir à avoir de choix, plus on va réussir à faire le circuit jeunes chevaux, le circuit vieux chevaux. Et du coup, plus on arrive à avoir des bons résultats. On va être compétitif un peu plus sur toute la gamme, et plus on arrive à avoir des meilleurs chevaux. Donc du coup, au lieu de passer du temps à la salle, on va plus passer du temps sur les chevaux, ce qui n'est pas forcément intelligent. J'ai 31 ans, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai mal au dos, et ça devrait pas être comme ça, alors que je suis quelqu'un, je pense, relativement sportif. C'est une vraie question parce que nous, on a vu énormément le sport évoluer sur ce sujet-là. Les cavaliers vont à la salle, ont un préparateur mental, sportif et mental. Pour vous, pour toi, du coup, est-ce que tu crois que votre sport prend la même direction ou on en est encore très loin ? On commence à voir sur le circuit des coachs mental, mais je pense qu'on est encore très loin de... Ouais, sincèrement, je pense qu'au niveau... On voit encore énormément de cavaliers qui sont gros. Moi, ça me choque. Je me dis, pour être vraiment... Si on veut être des sportifs de haut niveau, il faut avoir quand même un minimum. Et c'est vrai qu'avec cette image des Américains, on regarde toujours un peu de l'autre côté de l'océan. C'est vrai que c'est les meilleurs cavaliers, blablabla. Tu disais tout à l'heure, un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, que l'équitation western souffre aussi de ce cliché, le cow-boy un peu au milieu de ces grandes terres américaines, Montana, etc. Comment est-ce qu'il faut faire, d'après toi, pour essayer de démocratiser un peu la pratique de l'équitation western en France, en Europe, lui donner une image plus attractive pour le jeune public, plus sportive, plus moderne, un peu décorrélée de cette équitation assez ancestrale de tri de bétail à l'ancienne, on va dire? Je pense qu'il est important, c'est des compétitions comme on a aujourd'hui, sur des salons comme ça, où justement notre sport est vu comme un sport et plus comme une rigolade, cow-boyade de gens qui se courent après avec des lassos. Parce que c'est ça le problème. Après, je pense que voilà, c'est ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de faire connaître nos sports et faire comprendre que c'est un sport et c'est pas juste un hobby. Ça permet, je pense, de montrer que le reining est un sport de haut niveau, et c'est ce qui va nous aider, je pense, petit à petit, à nous faire reconnaître vraiment comme cavaliers et pas juste comme folklore. Après, le gros problème qu'on a, je pense, c'est qu'il y a encore, de l'autre côté, toujours ce côté folklore, de la country, de la line dance et tout ça.
qu'il faut aussi conserver, certainement. Ça fait partie de l'identité du sport. Ou alors il faut les dissocier, c'est vrai ? Du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Pour toi, c'est vraiment deux mondes différents, deux univers en fait différents qu'il faut savoir dissocier. C'est comme si je vous disais, le poney à la fête foraine qu'on fait tourner pendant toute la journée, c'est le débit du CSO. Ouais, ok. Ouais, Non. c'est vrai. D'accord. Je voulais juste souligner le fait que Equita, c'est quand même un salon qui a toujours mis en avant le running, pour qui c'est hyper important. Je pense qu'il faut quand même le saluer parce que on ne serait pas là aujourd'hui en train d'enregistrer cette interview si ce n'était pas le cas. Donc voilà. Je vais juste revenir sur ce que Lorelai t'avait demandé un peu plus tôt. Tu nous parlais de millions de dollars, 1 million, 2 millions pour les meilleurs cavaliers en Europe. Comment est-ce qu'aujourd'hui on vit de ce sport ? Est-ce qu'il y a du commerce ? Quel est ton modèle économique ? Est-ce que les chevaux sont vendus ? À quel prix ? Même si on ne te demande pas, mais pour qu'on puisse un peu comprendre ce que ça représente. Alors, avant de répondre à votre question, c'est pas un problème, j'ai rien à cacher, il n'y a pas de souci. Un entraîneur, un cavalier professionnel de CSO, quand il a un cheval à l'entraînement, par mois, il demande quoi d'entraînement ? L'équivalent d'une 800 et 1000 euros, d'une pension. On va dire. Une pension de travail, avec l'hébergement, le travail, etc. Je pense qu'on peut dire que c'est entre 800 et 1000 euros, un peu plus dans les très belles écuries. Avec le box. Ouais. Bon, J'irais peut-être un peu plus haut que ça, mais dans un cavalier professionnel aujourd'hui. Non, pas de haut niveau, je disais une professionnelle régionale, nationale. Okay. Et bon. Ouais. International, on va être sur 1500. Oui, 2000. Oui, 2000, je pense. Bien 2000, oui, je pense. On vit pareil. On entraîne, donc moi par exemple, allez, on n'est pas assez cher. Je vais être sincère, et je pense qu'en fait, on a un gros problème, c'est que au lieu de regarder à faire de la qualité, peut-être faire payer un petit peu plus, mais que chacun, voilà, vous me dites, les internationaux c'est 2000, un national c'est 1000, un régional 700. Le problème c'est que nous, je pense être international, et aujourd'hui, pension entraînement, je suis à 1100 € TTC. C'est pas mal, mais c'est pas assez en fait. On n'a pas cette différence parce que il y a beaucoup de gens dans le milieu, pour avoir plus de choix, pour avoir plus de chevaux, réussir à sélectionner, un petit peu toujours regarde à la baisse, ce qui je pense c'est un petit peu une erreur. Donc voilà, nous on vit comme ça, pareil. On a l'entraînement. Moi, par exemple, mon modèle économique, je suis juste entraîneur dans la structure de ma fiancée, qui est notre structure, mais du coup elle récupère les pensions, je récupère les entraînements. On vend les chevaux, commission, généralement 10% à partager avec les entraîneurs s'il y a plusieurs entraîneurs mis. On a des gains en concours. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on prend le gain, on enlève les frais qui sont en box et inscription, et après on partage 50-50 là avec le propriétaire. En fait, c'est vraiment le même fonctionnement, copier-coller que ce que nous on connaît dans le monde du saut d'obstacle, par exemple. Mais je vais juste être un peu plus direct. Aujourd'hui, qu'est-ce que coûte un excellent cheval de reining ? Alors, à vendre. Les prix dans les 3 dernières années commencent à monter relativement. Du fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette compétition aux États-Unis qui s'appelle The Run for a Million. Donc c'est une compétition qui a été organisée par Paramount. Taylor Sheridan, c'est celui qui manage un peu Paramount. Du coup, en fait, il y a $1 million sur... Il y a 2 qualifications, une en Arizona et une à Vegas, qui se font et prennent les 15 meilleurs cavaliers. Il y a $1 million sur cette épreuve-là. Après les 2 qualifications, ils prennent une fois 5 et une fois 10, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, depuis cette compétition-là, ce début de compétition où ça commence à faire 500 000 pour le premier, donc c'est quand même pas mal, et les gens sont mis à chercher des chevaux de qualité, d'âge un petit peu, et des chevaux, je pense aussi très sains mentalement, vu que c'est, même en étant aux États-Unis, une compétition qui est soumise au test de dopage. Dans 10 jours, 15 jours, on a une grosse compétition de 3 ans en Italie. Donc c'est la plus grosse compétition de l'année, blablabla, avec beaucoup de gains. Si aujourd'hui je cherche un 3 ans pour aller faire cette compétition, pour mon niveau, à moins de 150, j'aurai rien. Okay. Ça va être vraiment difficile de trouver quelque chose. Parce que la compétition est dans 15 jours, et je pense que ça serait même stupide de chercher un cheval maintenant, parce que avec un jeune cheval de se mettre à la main. Mais oui, enfin...
C'est pour qu'on se représente aussi et qu'on compare à ce qu'on connaît dans le sport. Je sais pas trop, je pense que vous avez des chiffres plus hauts. Oui, beaucoup plus hauts. Mais ce qui est pour nous ça commence à être entre guillemets normal d'entendre 100 000. Après, voilà, c'est pour des chevaux quand même d'un certain niveau. De haut niveau. Après, il y a des chevaux qui sont vendus 500, 400, 300, mais c'est pas commun comme ça peut l'être dans le CSO, je pense. Côté européen. Dès qu'on va aller au côté États-Unis, ça devient très fréquent, 1 800 000. Surtout depuis justement cette compétition-là, où les gens cherchent vraiment la crème de la crème, parce que c'est aussi très médiatisé. Du coup, ils ont fait une série, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Yellowstone, où du coup, dans Yellowstone, il y a eu des petits bouts justement de cette compétition. Donc c'est vrai que ça commence à être vu vraiment comme quelque chose d'un peu important. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'élevage des chevaux pour le western qu'on a ici en Europe, peut-être même dissocier les différents pays d'Europe et VS versus les États-Unis. Où est-ce qu'on en est, nous, en termes de qualité, de naissance et de breeding? Qualité, je pense qu'on n'a pas forcément à se cacher en Europe, parce qu'il y a eu des achats de très bonnes mères, et maintenant, de toute façon, avec le congelé, le XI, tous les transferts d'embryons, on va essayer de choisir les étalons qui sont à la mode, qui sont les plus performants, qui vont amener plus d'amélioration sur nos juments. Mais le truc qu'ils ont, je pense, par rapport à nous aux États-Unis, c'est le nombre, forcément, parce que voilà, c'est un autre monde de ce côté-là. Donc forcément, plus il y a de nombre, plus les top de top, on a plus de chances d'en avoir, je pense. On discutait tout à l'heure avec un des meilleurs cavaliers irlandais, Shane Breen, et on discutait du prix des chevaux qui s'est envolé, qui devient vraiment difficile d'acheter aujourd'hui dans le milieu du saut d'obstacle un très bon cheval pour en se disant « Ok, je voudrais aller faire les jeux », par exemple. Et donc, beaucoup de structures commencent, comme Shane, à investir aussi, à faire de l'élevage eux-mêmes pour s'auto-sourcer, en fait, s'auto-approvisionner. Est-ce que tu rencontres la même chose, toi? Est-ce que tu te dis, aujourd'hui, tu disais que tu étais entraîneur, est-ce que tu te dis « Il faudrait que je fasse naître des chevaux parce que les prix montent et que ça va devenir compliqué pour moi de m'approvisionner pour le sport ». Alors, c'est déjà fait. Ouais. Mais après, moi, en étant entraîneur, c'est des chevaux juste de clients, généralement. Du coup, c'est pas forcément, entre guillemets, un problème pour m'approvisionner. Il faut juste réussir à performer un petit peu et ça nous permet d'avoir des chevaux. Mais non, avec mon ami, donc on a déjà investi dans des, je pense, très bonnes juments, parce que je suis quelqu'un, je suis plus de l'idée, je crois beaucoup au côté maternel. Je pense que ça fait 80% quasiment, entre 70 et 80%. Et du coup, on a essayé on a 5, je pense, très bonnes juments qu'on a commencé donc déjà à brider, même si elles sont encore dans le sport, avec les transferts d'embryons, avec l'ICSI. Et oui, parce que les prix s'envolent, mais aussi parce que c'est super intéressant, je pense, de brider, de réussir à comprendre quel croisement, comment, je pense comme dans le CSO en fait. Ouais, c'est mon dada, on va dire, quoi. C'est vraiment réussir à comprendre, à faire ça tous les soirs, tous les matins. Je vais voir mes poulains, je passe dans les prés, je regarde. Et après, j'ai de la chance, j'ai pas mal de mémoire. Et du coup, c'est vrai que celui-ci, il était croisé avec celle-ci. Et ça, c'est le demi-frère. Oh, mais attends, regarde, les jarrets sont faits comme à l'autre. Et c'est super intéressant, c'est vraiment intéressant. Je vais juste continuer un peu là-dessus. C'est une question qu'en général, on pose assez rapidement au début de nos interviews. Est-ce que dans votre sport, tu es passionné par l'animal, par le cheval? Est-ce que ça reste vraiment un compagnon de route qu'on essaye de comprendre et de lire, ou est-ce qu'on s'en sert plus comme un outil? Et c'est sans aucun jugement, c'est vraiment en toute objectivité. Je me sens pas jugé. Je pense que si j'avais pas si c'était pas vraiment une passion, je ferais pas ça 14 heures par jour. Alors je sais pas vraiment comment ça marche dans le CSO, mais c'est vrai que, là je finis mes entraînements, j'ai ma groom, certes, elle est là, elle m'aide et tout, mais c'est moi qui pose mes bandes, je veux être sûr, mes crevasses, je contrôle, c'est important, je pense que sans complicité avec l'animal,
on n'arrive pas à ce qu'on devrait. Je crois qu'on se rapproche de la fin de l'interview. J'ai encore une question, moi. On a vu dans les disciplines classiques émerger l'utilité du horsemanship, de l'équitation éthologique, à la fois qu'on enseigne en tant que tel, équitation éthologique, mais aussi qu'on importe. Il y a des cavaliers, par exemple, de saut d'obstacle, qui vont confier leurs chevaux à Andy Booth, pour ne nommer que lui, ou à d'autres, ou faire intervenir un enseignant en théologie. Je sais qu'on ne doit pas dire éthologue. Alors, on s'est fait retoquer, donc j'essaie de plus le dire, de faire intervenir quelqu'un, en tout cas pour les aider, pour essayer de mieux comprendre et intégrer dans le sport cette meilleure compréhension de l'animal pour aller performer mieux et fonctionner mieux avec l'animal. Est-ce que vous avez aussi le même phénomène dans l'équitation western? Alors on l'a un petit peu avec un monsieur, je pense qu'on peut le nommer, il s'appelle Clinton Anderson, donc il fait aussi pas mal de podcasts. J'ai perdu le nom. Ça intéressera nos auditeurs. On va les retrouver et on les citera dans les notes. Clinton Anderson, il a fait tout un programme d'entraînement justement basé sur l'éthologie. On peut dire éthologie. Oui, nous on s'est fait retoquer parce que c'est une science, l'éthologie. Mais voilà. Bon, alors sur le cerveau équin. Exactement. On va appeler ça. Voilà, et je pense que c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui essayent d'appliquer sa méthode. C'est beaucoup une méthode de débourrage et de compréhension, je pense vraiment du cerveau de l'animal. Mais alors, dans mon cas, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, j'avais pas répondu tout à l'heure à la question correctement, je pense. Je suis seul cavalier dans mon écurie. Du coup, je fais tout, débourrage, entraînement, compétition. Voilà, j'ai une groom qui m'aide. Mais du coup, je pense que c'est une des parties pour moi les plus fun à faire, vraiment le débourrage, le début, les jeunes chevaux. Et ça me permet et je pense qu'on devient tous un petit peu horsemen, comment on dit en français? Homme de cheval. Ça se dit? Ouais. Et du coup, on arrive à comprendre de plus en plus et à réussir à vraiment toute cette partie-là de cerveau équin, à la développer. Après, je sais que moi, j'ai des collègues, par exemple, qui font appel à des hommes de chevaux pour venir débourrer, qui ne font que ça, qui leur les commencent, Après, je sais que moi, c'est un des moments que je préfère, je pense. Le podcast s'appelle The Gauge. G-A-U-G-E. Non. C'est pas celui-là? Attends, je regarde. Down Under Horsemanship. C'est lui. Down Under Horsemanship. Et il a des choses super intéressantes. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes. Et comme ça, nos auditeurs le sauront et puis nous, on pourra aussi aller écouter. Toute dernière question, Arnaud. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous, personnellement, et puis peut-être à votre sport? Alors, personnellement, professionnellement... professionnellement. Je pense, je me suis rendu compte dans les 3 dernières années que si on arrive à être un petit peu heureux, de trouver une balance, je pense, en étant heureux avec soi-même, on arrive à être un petit peu plus compétitif. Et c'est une des choses que je souhaite à tous mes collègues, de pas forcément ne regarder que le côté travail, mais aussi de regarder un petit peu le côté happiness. Je pense que si on arrive à trouver un peu notre bonheur, je vais appeler ça une paix intérieure, ça aide aussi énormément pour l'entraînement et pour la compétition. Et ce que je peux souhaiter à notre sport, c'est de plus en plus de compétitions comme Equita, ce support qui nous est donné, et pour être vu justement de plus en plus vraiment comme, je pense, le sport de haut niveau qu'on est, et pas forcément comme un loisir. Merci beaucoup Arnaud d'avoir éclairé nos lanternes à ce sujet et puis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci.